Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je m'entretiens avec Yannick Einiger, anciennement responsable des partenariats auprès du CICR et ex-curateur du chapitre Genevois des Global Shapers, une initiative du World Economic Forum. Nous enregistrons cet épisode à distance puisque Yannick a rejoint l'organisme Swissnex en tant que responsable des partenariats et vit désormais à San Francisco. Alors, bonjour Yannick, bienvenue sur Instant Cactus, merci pour ta participation. Hello Virginie, c'est super sympa de m'avoir. Alors écoute, pour commencer, on va revenir un petit peu sur le détail de ton parcours bien sûr, mais je voulais en fait te demander, puisque tu es quelqu'un de très engagé, ce qui t'anime au quotidien, c'est-à-dire quel a été un peu le fil rouge qui a guidé tes choix et donc ton engagement ces dernières années. Ouais, c'est une très bonne question. Je dirais, ma passion, c'est vraiment de créer des ponts et être en pont entre des personnes, des idées, des concepts, et vraiment différentes manières de voir le monde et d'essayer vraiment d'en faire ressortir en sens nouveau et d'arriver finalement à amener les gens à collaborer d'une façon nouvelle pour arriver à créer un impact qui soit mesurable et tangible idéalement. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on veut être en pont, on doit arriver à s'exposer au monde, on doit être capable de naviguer dans différents environnements, faire peut-être usage aussi de la pensée critique, innover, pour vraiment arriver à essayer de faire apparaître de nouveaux sens à certaines choses. Donc un facilitateur en fait, d'une certaine façon. Un facilitateur absolument, mais vraiment avec cette conviction que faciliter pour juste faciliter, c'est très bien, mais ce qui est important, c'est d'arriver à faciliter en ayant en tête vraiment la finalité, l'objectif d'avoir un impact. Et ce qui est très intéressant, c'est que vraiment, ce qui m'anime aussi au quotidien, je dirais, c'est justement cette volonté de vouloir avoir un impact, cette volonté de faire en sorte que des gens puissent bénéficier de l'action que je fais. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime vraiment au quotidien, quoi. Ok, super. Et si tu te transportais, je ne sais pas, voilà, 10, 12, 15 ans en arrière, est-ce que tu aurais pensé à un moment que tu deviendrais cette personne-là ? Enfin, c'était quoi tes perspectives à ce moment-là ? Tu te voyais devenir qui ? En fait, ce qui est marrant, c'est que les choses les plus importantes qui me sont arrivées d'une façon un petit peu hasardeuse sur la base de coïncidences. J'avais beau avoir mes projets, mes plans, où il y a peut-être une dizaine d'années, j'ai commencé à étudier Sciences Po avec comme objectif vraiment de me familiariser au monde, de me familiariser à des enjeux, sans forcément avoir de grands objectifs. Quand j'étais un peu plus jeune, il y a eu une époque où je voulais faire prof, après journaliste. Il y avait une époque aussi où je voulais être président de la Confédération, assez brièvement, on va dire. Mais quelque chose que j'ai compris en fait assez rapidement dans ma carrière, même en âge assez jeune en fait, c'est que les choses les plus importantes arrivent souvent d'une façon inespérée et implanifiable, et surtout que les choses font sens souvent en regardant derrière, pas en regardant devant. Et c'est vrai que ça a vraiment été une chose qui m'a vraiment animé en me disant qu'il fallait suffisamment être ouvert à ce qui m'arrivait, à être flexible, en sachant que finalement ce serait à la fin que les choses prendront finalement en sens. Et du moment que j'avais ça vraiment en tête, ce qui était fondamental dans l'approche au monde, dans l'approche à la vie, c'était non seulement d'être ouvert, mais aussi de se laisser interpeller par ces choses qui sont peut-être un petit peu insignifiantes et d'investir un maximum dans l'inspiration en fait. L'inspiration, c'est la monnaie, à mon avis, la plus importante dans le monde dans lequel on est, la capacité non seulement à être inspiré, mais à pouvoir inspirer d'autres personnes. Et c'est vraiment sur ça que j'ai vraiment investi en fait. Je dirais pas que j'ai animé mon parcours avec une passion particulière en disant voilà ce que je veux faire, tac, en ayant cet objectif-là. J'ai plein de passions, j'ai plein de choses, et c'est vraiment en découvrant différents éléments, différentes choses, différentes personnes, différents pays aussi, que j'ai vraiment commencé à comprendre un peu que finalement le monde, il est complexe, il est ambigu, il est volatile, ça on le sait,
mais que la manière vraiment d'arriver à en rendre compte, c'est de pouvoir évoluer dans différents environnements à la fois et d'en faire sens en fait. Et c'est un petit peu ça ce que j'ai fait en fait dans mon parcours qu'on va étayer peut-être un peu plus dans les minutes qui viennent. Absolument, oui. Ça me fait penser à ce que tu dis en regardant le parcours en arrière, ça fait écho au discours de Steve Jobs à Stanford, où il dit You can only connect the dots looking backward. Et du coup, c'est exactement le bon exemple de ça. Mais, mais en tout cas, que ce soit président de la Confédération, journaliste, prof ou autre chose, je pense que le dénominateur commun, c'est qu'il y avait quand même l'impact derrière. J'ai envie de faire quelque chose qui faisait du sens. Absolument. Et là, je pense que dans ma vie, il y a vraiment eu, genre une histoire qui a vraiment été fondatrice, c'est l'histoire de mes grands-parents qui un jour, ils devaient avoir la vingtaine, entre 20 et 25, ont décidé de quitter la Suisse. Mon grand-père était genevois, ma grand-mère est uruguayenne, pour aller travailler dans l'humanitaire au Laos. Et ils ont fait 20 ans à peu près au Laos. Et donc, ils partaient sur un bateau. Et ça, c'est genre une image qui me marque. Hein. Ils sont à Marseille sur un bateau où ils embarquent sur le même bateau pratiquement que des militaires qui allaient pour finir la guerre d'Indochine. Et eux partent avec une ou deux autres amis. Ils sont les seuls civils sur le bateau. Ils arrivent dans un contexte où tout le monde fuit le pays et ils y restent 20 ans jusqu'à la guerre du Vietnam. Donc, on a plein d'histoires. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, cet élément de on peut vivre sa vie pour le bien d'autres personnes, c'est quelque chose qui, d'une façon ou d'une autre, nous ont vraiment impacté, et pas juste moi, mais je pense une bonne partie de mes cousins et la famille au sens large. Clairement, j'imagine que c'est des histoires qui te nourrissent. Et qui t'amènent aussi à te dire quel est l'héritage que je laisse derrière, en fait. Et puis en disant, voilà, si en couple de jeunes romans ont pu avoir aussi un impact où 60 ans plus tard, leur famille entière ont des valeurs qui sont plus ou moins similaires en lien avec la compassion et tout ça, ça peut aussi nous interpeller en disant qu'est-ce que je construis aujourd'hui qui peut laisser aussi un héritage pour les générations futures. Absolument. J'avance un petit peu suite à tes études, mais en 2013, tu as rejoint le CICR. Pour y faire quoi? J'ai commencé par un stage très bête parce qu'il était très court dans le temps. Le CICR fait des stages d'une année à peu près. Moi, c'était un stage de 3 mois. Et c'était au sein d'une équipe qui travaillait sur l'interaction avec le secteur privé dans une optique de fundraising, mais qui était aussi pour la première fois chargé aussi de préparer le briefing autour de la participation du président Maurer au Forum économique mondial à Davos. Et moi, je revenais en fait de faire une année entre New York, Washington et l'Afrique, et où j'avais aussi fait énormément de choses très différentes et variées. Et ce qui m'a vraiment interpellé dans ce stage, en fait, c'était non seulement la relation avec le secteur privé, mais c'était sa nécessité du CICR qui travaille comme étant un connecteur de pont et qui soit capable de pouvoir engager avec des individus avec lesquels on n'avait pas forcément l'habitude d'engager comme institution. Et donc, moi, au début, comme stagiaire, c'était vraiment de faire des rapports, préparer les briefings, anticiper qui c'est de la délégation CICR qui irait à Davos, qui c'est qu'ils étaient à même de rencontrer, quels seraient les speaking points et tout ça. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que cette équipe, en fait, a été structurée en unités à part entière à la fin de mon stage, en fait. Et donc, on m'a proposé de rester. Le timing était vraiment super. Et ce qui était très intéressant, c'est que le mandat de l'équipe était justement de faire évoluer la vision de l'apport que le secteur privé peut avoir au-delà juste de la dimension de recherche de fonds vers une optique de co-création et de collaboration au sens large. Parce qu'on était vraiment, on va dire, convaincus que la plus-value du secteur privé doit aller au-delà de juste une contribution philanthropique traditionnelle, mais elle peut s'inscrire sur des axes beaucoup plus stratégiques. Et c'est vraiment autour de ça qu'on a commencé à bosser. Et par exemple, ces axes stratégiques, je te tends la perche, mais quels sont-ils ou quels seraient-ils? Déjà, à titre introductif, le CICR avait des partenaires philanthropiques existants qui étaient des grandes entreprises en Suisse en particulier, qui faisaient partie un peu dans le club philanthropique qu'on appelait le Corporate Support Group, qui existe encore à l'heure où on se parle. Et ça a été vraiment un modèle philanthropique traditionnel où ils nous donnaient de l'argent, nous on leur donnait de la communication très simple pour qu'ils puissent avoir une bonne image. Et tout à coup, on a vraiment réalisé que finalement, il y avait tout un ensemble d'activités et de choses que le secteur privé pouvait faire avec nous. J'ai 2 exemples en particulier qui sont plutôt des exemples que j'ai développés à la fin de mon parcours, mais qui sont assez interpellants. Le premier, c'est la collaboration que le CICR a avec l'entreprise danoise Novo Nordisk, qui est un des plus grands producteurs au monde d'insuline
que les diabétiques utilisent. Et le cœur de la collaboration était, suite au conflit en Syrie et à la fragilisation du Moyen-Orient, il s'est avéré qu'il y avait énormément de personnes dans les zones où le CICR opérait, qui avaient besoin d'avoir un suivi en termes d'insuline. Et le problème avec ce type de maladie-là, c'est que ce n'est pas juste une shot une fois, mais c'est qu'il doit vraiment une approche structurelle et systémique. Et donc, on a vraiment commencé à travailler avec eux sur certains types de réponses pour pouvoir amener de l'insuline à ces populations-là. Un autre partenariat très intéressant où j'ai été très impliqué, c'est la collaboration avec le groupe ADECO. Et on pourrait dire le groupe ADECO, c'est vraiment l'emploi de genre temporaire, mais c'est un groupe qui travaille aussi beaucoup sur la réhabilitation, ou plutôt l'inclusion de sportifs qui sont en fin de carrière. Et ils ont tout un programme de genre curriculum qui permet aux gens de s'insérer dans le monde du travail. Et en tant que CICR, une des réalités à laquelle on était confronté pendant très longtemps, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est les gens disent c'est une chose de nous donner accès à des services de soins, c'est une chose de venir avec de l'aide d'urgence, mais ce qu'on a besoin, c'est des emplois. Et un des programmes dans lequel le CICR est très actif, c'est la réhabilitation physique, où on travaille avec des personnes qui sont victimes des conséquences de guerre, de bombes qui ont explosé, etc. Et donc, on a des centres de réhabilitation où, en fait, on utilise le sport comme étant un outil de redonner de la confiance aux gens pour qu'ils puissent après retrouver peut-être un emploi ou en tout cas retrouver une place digne dans la société. Et donc, on a collaboré avec ADECO pour développer tout un programme visant vraiment à ce que nos formateurs qui utilisent le sport dans la réhabilitation physique puissent aussi avoir des éléments de base sur comment équiper nos bénéficiaires pour réintégrer le marché de l'emploi après coup. Donc, c'est deux exemples. Et peut-être ce qui me marque dans ces exemples, c'est que il y avait un besoin en fait à la base. Et finalement, on est parti d'un besoin très clair et qui émanait souvent des opérations elles-mêmes, qui n'étaient pas forcément sous l'influence d'une volonté, on va dire, politique de faire une collaboration avec cette entreprise-là, mais c'est qu'on a vu un besoin, on arrive à connecter avec ces entreprises et il y a eu un match vraiment sur des valeurs et un lien institutionnel très fort qui nous ont permis vraiment de pouvoir arriver à vraiment créer des partenariats qui ont eu un impact sur le terrain. Justement, je voulais te demander un petit peu quelles étaient les clés d'un partenariat réussi. Voilà, dans le cadre du CICR, je pense, puisque tu disais que le dialogue avec le prix n'est pas toujours évident, parce que voilà, les attentes et puis peut-être les objectifs ne sont pas les mêmes. Peut-être question sous-jacente, comment tu arrives à aligner en fait les intérêts des différentes parties prenantes dans un partenariat? C'est une très bonne question. Et en fait, un truc que j'ai réalisé, encore une fois, à la fin de mon parcours du CICR, c'était que être en charge de partenariat, c'est avant tout un travail de collaboration interne dans l'institution. Et souvent, ça me prenait presque 70% de mon travail à devoir aller vers les unités, vers les métiers pour comprendre un petit peu c'est quoi leurs besoins et vraiment avoir ce sens de où est-ce que les gens vont stratégiquement qui pourrait être, où le secteur privé pourrait être un accélérateur sur certains points. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément déjà très important, c'est de ne pas forcément commencer vers l'externe, mais de commencer vraiment vers l'interne. Et je pense qu'un partenariat qui dure, il commence vraiment par soi-même, il commence à l'intérieur d'une organisation. Un autre élément important, c'est d'arriver à connecter au plus haut niveau, parce que c'est vrai que lorsque on arrive à mettre en relation le président du CICR, le directeur général, avec leur équivalent finalement dans l'organisation, on arrive souvent à un dialogue stratégique qui est très très pertinent. Et ce que j'ai réalisé aussi, c'est que cette grille de lecture dans le monde qui est complexe que le CICR peut amener, ça a un intérêt fondamental. Et c'est peut-être ça aussi un truc qui a évolué parce qu'au début de mon temps, donc en 2013-2014, toutes les entreprises avec qui on essayait d'être en relation, surtout les nouveaux partenaires, n'étaient pas tellement intéressées par travailler avec le CICR, de par le fait que l'identité du CICR est dans les guerres, et c'est vrai que le côté catastrophe naturelle est beaucoup plus attirant pour une entreprise parce que c'est la catastrophe et il y a peut-être plus la possibilité aussi de faire du PR. Ça, on fait un petit peu de greenwashing Exactement. au passage et puis c'est parti. Ouais. C'est une réalité, mais c'est vrai que le contexte peut-être de la Syrie où la plupart des entreprises avaient déjà des opérations, voire peut-être aussi un peu les attaques à Paris, ont tout à coup fait à réaliser beaucoup de gens que les frontières de la fragilité avaient évolué et que pour pouvoir
engagé et être résilient dans un monde qui bouge très vite, eh ben, il fallait avoir des grilles de lecture un peu différentes. Et c'est là où on a aussi pu avoir tout un ensemble d'échanges et de partages avec ces entreprises-là. Beaucoup ne sont pas des partenaires, hein, c'est aussi un échange sur une base ad hoc pour arriver à lire le monde dans lequel on Et est. tu dirais que l'obstacle peut-être le plus contraignant, voilà, que tu as dû dépasser, c'est justement au niveau du dialogue ou bien de l'établissement des Ouais. partenariats ou bien c'est peut-être plus dans la pérennité de ces relations? Ben, ça revient sur ce que je disais au début, sur le fait qu'il y a ce dialogue interne au début qui est fondamental. Et je pense que c'est là aussi où il y a un obstacle d'un côté comme de l'autre, c'est que finalement, il faut qu'il y ait un match sur les intentions et les objectifs. Parce que finalement, si l'entreprise en question est uniquement là pour de la visibilité, ben, c'est clair que c'est compliqué. C'est très difficile dans les contextes dans lesquels le CICR opère à vraiment mesurer l'impact d'une collaboration. Donc oui, il y a des éléments qui sont importants qui peuvent émerger. Il y a des belles histoires à raconter, mais c'est vrai qu'après, en termes systémiques et structuralistes, on va dire, c'est très compliqué à mesurer. Et c'est là où l'obstacle numéro un, il est sur vraiment comprendre les attentions et aussi de pouvoir montrer l'intérêt de bosser avec le privé. On reste quand même dans un milieu au sens large qui est assez ONG, où finalement le secteur privé est quand même vu comme étant un petit peu une des raisons du problème, en fait, de pourquoi est-ce qu'il y a des guerres, et probablement à juste titre. Et c'est vrai que de trouver la balance fine, c'est un long processus. Voilà. Mais ça revient sur la confiance. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est d'arriver à créer une relation de confiance entre différents interlocuteurs. Et je crois que lors de ta dernière mission, tu étais sur des partenariats qui avaient au cœur plutôt la transformation digitale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, absolument. Écoute, après 5 ans dans l'unité de fundraising, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un nouveau projet du CICR qui était de créer une sorte de bureau pour la transformation digitale pour soutenir les ambitions du CICR telles qu'ils étaient énoncées, et qui le sont toujours hein, dans la stratégie institutionnelle sur la transformation numérique de l'organisation. Et un des éléments de cette transformation, il est en relation avec la construction d'un écosystème de partenaires pour nous aider vraiment à vivre cette transformation de la meilleure manière des possibles. Et on m'a demandé d'être un peu la personne qui allait travailler avec la directrice et vraiment d'essayer de constituer un écosystème de gens qui pourraient être utiles à la réflexion de l'organisation. Et je dis réflexion volontairement parce que beaucoup des discussions qu'on avait étaient avant tout du domaine des idées pour un petit peu réfléchir à comment traduire dans le numérique la complexité légale, organisationnelle, politique du CICR. Et c'est là finalement où le CICR et le monde humanitaire au sens large, hein, les questions qu'il se posent sur le digital reflètent des enjeux de société beaucoup plus larges. Et du coup, quels sont ces grands enjeux? Enfin, j'imagine qu'il y a un peu des piliers, on parle notamment de protection des données, entre autres, enfin, il y a beaucoup Exactement. de choses. Concrètement, par rapport au CICR, les grands piliers, enfin les grands enjeux seraient quoi? L'enjeu numéro un, je pense, comme tu l'as dit, hein, c'est d'arriver finalement à refléter l'ADN du CICR, qui est cette notion d'être un interlocuteur de confiance. Et pour finalement arriver à soutenir cette confiance, il y a tout un arsenal juridique qui s'est créé en 150 ans, entre autres ce qu'on appelle les privilèges et immunités, qui permettent finalement, lorsqu'un CICR fait une visite de prison, de pouvoir dire à la personne que les notes qu'on prend sur un papier finalement sont protégées au sens légal. Or, cet arsenal juridique, finalement, il se traduit difficilement dans le monde virtuel. Lorsqu'on prend finalement des notes sur un ordinateur ou lorsqu'on est dans une communication, on se rend compte que finalement, il y a tout un aspect de comment l'information circule, qui sont les parties tiers qui ont accès aux données, qui est très difficile à comprendre. Et je pense que l'enjeu numéro un de la façon dont les humanitaires, ou même notre société actuelle hein, utilise les nouvelles technologies, c'est l'éducation. C'est d'arriver à comprendre quelles sont ces technologies, de faire en sorte que les employés, les preneurs de décision, mais aussi les personnes affectées elles-mêmes, en tout cas dans le contexte CICR, puissent arriver à comprendre quelles sont les mesures d'hygiène digitale de base qui permettent finalement à notre identité virtuelle, aux données qui sont des fois très sensibles, d'être protégées.
Le problème éthique est le suivant, c'est que lorsque une personne fuit pour sa vie et qu'on lui dit, ben voilà, pour pouvoir avoir accès à des services, il faut laisser vos informations biométriques, les gens vont pas, enfin, il y a une vraie réflexion sur quelle est la nature du consentement dans ces contextes-là. Est-ce qu'il y a un vrai consentement ou est-ce que c'est lié à la situation qui fait que la personne n'a pas d'autre option finalement? Et c'est là en fait où il y a des vraies questions. Après, un autre dialogue qui est fascinant à mon sens, c'est la question liée à l'efficacité de ces nouvelles technologies. Il y a énormément de nouveaux produits et services qui, c'est clair, permettent véritablement aux humanitaires d'être plus efficaces, de réduire leurs coûts, de pouvoir mieux engager avec les personnes affectées. Un exemple à 2 francs, hein, mais c'est lorsque on encourage les bénéficiaires, les personnes affectées à nous contacter par Facebook. Bah, évidemment, c'est super cool parce que elles sont toutes déjà sur Facebook, donc c'est assez simple de pouvoir entrer en contact avec eux. Mais après, si l'information qui est transmise est sensible, ben, il y a un vrai problème. Et c'est là un peu où l'efficacité vis-à-vis de la sécurité, c'est là un petit peu où il y a une vraie question qui se pose. Et puis c'est là aussi le vrai défi, c'est une organisation humanitaire qui écoute. Ben, c'est bien parce qu'elle peut écouter mieux grâce aux nouvelles technologies. Mais est-ce qu'après, elle sera en mesure aussi de répondre à ces différentes requêtes? Et là, il y a une vraie question sur le type de dialogue qu'on peut avoir avec le secteur privé. Et c'est un petit peu là où ma fonction sur les partenariats était très utile. C'est qu'on était, comme je disais avant, vraiment dans ces idées d'avoir une réflexion pour vraiment montrer comment est-ce que le CICR avait vraiment besoin, pour des données très sensibles, d'avoir accès à des services qui sont hautement sécurisés et des problèmes qui font que finalement des services qui sont juste off the shelf ou à disposition déjà sur le marché marchent pas forcément en fait pour une organisation qui a de telles ambitions. Donc il y a des vraies questions sur avec qui on collabore, avec qui est-ce qu'on engage et ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est pas seulement le secteur privé, c'est aussi le politique, parce que très souvent, c'est le politique qui a peut-être les moyens d'investir dans ces nouveaux projets, dans ces nouvelles initiatives, mais aussi les académiques, parce que les académiques peuvent aussi être un terreau fertile pour donner naissance à des nouvelles idées, à des nouvelles solutions, sans forcément être liés par des intérêts ni politiques ni économiques, en fait. Absolument, absolument. Et ce seraient des plateformes, enfin, parce que tu parlais d'externalisation, d'une certaine façon, ce seraient des plateformes qui seraient forcément développées à l'externe. Il n'y aurait pas l'idée de développer des solutions propres au CICR ou en, je sais pas, en sharing avec d'autres organismes. Alors exactement, une des vraies questions qui se pose, et pas seulement pour le CICR, hein, je pense que c'est une vraie question pour le monde humanitaire, c'est comment est-ce qu'on s'assure qu'on arrive à traduire finalement le mandat des différentes organisations dans le numérique en gardant la même qualité de service. Et c'est ce qu'on appelle en anglais le duty of care en fait. Comment est-ce qu'on fait comme organisation d'arriver à maintenir la confiance et notre devoir de bien veiller à ces personnes-là. Et là, je pense qu'on doit être amené à être un petit peu neutre sur quelles sont les technologies qu'on utilise, du moment qu'elles arrivent à renforcer véritablement l'ambition qu'on a. Et de ne pas le faire, ce n'est pas forcément un problème non plus. On pourrait s'imaginer un scénario où les organisations décident volontairement de peut-être utiliser certaines technologies plus pour des questions d'efficacité, mais alors il faut que la réalité soit offerte aussi aux bénéficiaires et qu'on présente le risque sous-jacent qui est présent. Et c'est là un petit peu où il y a vraiment un enjeu fondamental qui est le dialogue et la compréhension, d'où mon point sur l'éducation. Et c'est là où nous, en tant que CICR, on a beaucoup collaboré avec le PFL. On a fait par exemple un cours avec le PFL pour éduquer nos preneurs de décision sur comment les technologies fonctionnent. On a aussi essayé de développer certaines technologies que d'autres pourraient après utiliser aussi, qui permettent par exemple de mieux sécuriser les communications en protégeant ce qu'on appelle les métadonnées, enfin plein de termes un peu de complexes. Mais voilà, c'est vraiment cette idée qu'en des terreaux où il y a une opportunité pour investir et renforcer les valeurs finalement de Genève, c'est les nouvelles technologies. On sent sur Genève des nouvelles initiatives qui naissent chaque jour, qui permettent de pouvoir renforcer finalement les valeurs de Genève dans ces conversations-là. Reste à savoir un peu quelles seront ces initiatives qui vont déboucher sur du concret et d'autres qui resteront à un stade des bonnes intentions.
Ouais, plus embryonnaire et puis aussi pas qu'il y ait non plus, je sais pas, voilà, une diversité d'initiatives qui au final se dispersent alors que pourrait y avoir un effort, de synergie qui se fait. Absolument. Et là, je pense qu'il y a aussi une volonté du politique aussi à jouer son rôle de facilitateur et peut-être aussi de visionnaire. On a vu, et c'est passé un peu sous silence à cause du Covid, mais le 16 avril, le Conseil fédéral qui a annoncé le lancement d'une étude de faisabilité sur la création dans cloud souverain suisse. Et c'est un projet qui est en cours actuellement et qui étonnamment était aussi lié avec énormément de demandes qui venaient évidemment de certaines banques d'assurance, mais aussi du monde humanitaire. Il y a aussi une réflexion similaire que l'Union européenne mène. Ça s'insère aussi, il faut le dire, dans un contexte où chaque organisation est dépendante de services qui viennent des États-Unis. Et c'est là finalement où il y a aussi un vrai enjeu, c'est que vu la relation entre le gouvernement américain et les nouvelles technologies américaines, c'est difficile de pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe lorsqu'on utilise ces services et ces solutions-là. D'où l'importance finalement d'avoir un dialogue qui n'est pas limité à Genève, mais qui est aussi ici dans la Silicon Valley, à Washington et ailleurs. Absolument. Je fais juste une parenthèse, mais il me semble que d'ailleurs la semaine dernière ou il y a 2 semaines est sortie une nouvelle régulation, qui concernait, notamment Google Analytics et tous les services, Google utilisés en Europe où en fait toutes les plateformes qui utilisent ces services d'analyse doivent éventuellement revoir leur choix pour, se conformer aux régulations européennes. Donc, ça pose aussi beaucoup de questions. Absolument, ouais. Et c'est un monde qui évolue très vite. On voit entre autres ici, vu que je suis à San Francisco actuellement, les discussions entre les États-Unis et la Chine sur le futur de genre TikTok. On se rend compte que ce qui est aussi un des enjeux dans la balance, c'est comment les Européens vont réagir à ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Suivant où la balance sera entre plus d'implications des Américains, moins des implications des Américains, est-ce qu'on va vers un modèle où finalement chaque outil, chaque software, chaque plateforme est finalement nationalisé par un board dans chaque pays indépendant qui peut utiliser les codes ou les technologies, mais d'une façon locale. Est-ce que ce sera ça la future de l'Internet? Est-ce que cette fragmentalisation de l'Internet est souhaitable? Est-ce que c'est ce qu'on veut en avoir? Est-ce que c'est pas plutôt à l'encontre des idées du bien qu'Internet peut amener pour la cohésion des peuples? C'est ça, de l'open source et de ce genre de Exactement, choses, ouais, effectivement. exactement. Ouais. Du coup, parenthèse semi-close, mais je voulais pour conclure un petit peu sur ton expérience au CICR, je voulais te demander, voilà, peut-être l'élément fondamental que tu avais, retenu, enfin une chose, de ton expérience, voilà, auprès du CICR qui t'a particulièrement marqué? Ouais, le CICR, c'est pas juste un emploi. Le CICR est ce que Goffman, à son époque, appelait une institution totale. Ça veut dire une institution qui est vraiment un style de vie, qui est une manière de voir le monde. Et c'est vrai que j'ai beaucoup bénéficié des interactions humaines, des discussions que j'ai eues avec les collègues, vraiment pour avoir cette vision où on met au cœur des nouvelles technologies ou de n'importe quelle réflexion l'impact que ça a sur les personnes affectées. Quand le CICR fait de la diplomatie humanitaire, c'est pas pour l'intérêt de faire de la diplomatie, c'est de pouvoir négocier cet espace neutre et indépendant pour que les gens puissent avoir cette action humanitaire. Et ça m'a vraiment impacté en disant, bah voilà, l'impact qu'on peut avoir sur des personnes qu'on ne verra probablement jamais, mais qui peuvent avoir un impact, enfin, qui peuvent souffrir de ce qu'on fait, nous, des technologies qu'on utilise, c'est un élément clé qui doit être au cœur de nos réflexions. Et ça c'est vraiment, ça fait partie de mon ADN et je veux le conserver aussi longtemps que je vis. Justement pour parler un petit peu de tes projets annexes, puisque, pour le moment on s'est cantonné à ton parcours professionnel au sens, très strict du terme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, voilà, de tes projets annexes en parallèle à ton parcours au CICR? Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses. La première matière finalement que j'aime aborder, c'est mon amour pour la musique, parce que je faisais de la musique 3-4 heures chaque jour pendant de nombreuses années. Donc je chante, je fais de la guitare, j'ai vraiment énormément pris du plaisir à faire ça. J'ai beaucoup joué avec des groupes où j'ai appris finalement que chacun, enfin on a beau jouer la même chanson, chacun aura une partition différente et des fois, on n'arrivera pas à se comprendre exactement ce que fait l'autre parce qu'on aura une manière d'appréhender la musique qui sera très différente. Mais tant qu'on joue la même musique, ça va aller. Et c'est vrai qu'en tant que chanteur dans vraiment différents groupes, hein, ce n'étaient pas des groupes très connus, au contraire. Mais le fait d'apprendre la collaboration via la musique, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Et c'est quelque chose que je continue à faire ici à côté. Une autre chose que j'aime énormément faire, c'est lire. Et c'est vrai que j'ai eu toute une période au CICR, peut-être en 2017, où je sentais plus trop ma place en fait au CICR. Et
j'ai commencé à lire et je me suis fait un plan de lecture d'environ 50 livres à peu près et je les ai tous lus en une année. Et j'ai fait un résumé en fait de chaque livre que j'ai après fait un résumé de résumé et je me suis retrouvé avec un petit peu un livre en fait de une vingtaine de pages et ça a vraiment guidé ma réflexion et surtout ça m'a donné des outils pour pouvoir influencer certaines conversations. Ce que j'ai réalisé en fait, c'est que la capacité d'être inspiré par ces histoires de ces livres, aussi des bouquins historiques, hein, c'était très large et très divers, ça a vraiment été utile et c'est un truc que je garde encore aujourd'hui, quoi. Cette nécessité de pouvoir lire et avoir une prise de décision et d'influencer qui est basée aussi sur des histoires et tout ça. Et la dernière chose aussi que je note, c'est mon implication pour l'association des Global Shapers, hein, que tu connais probablement. Absolument. Et si tu veux, je peux donner un ou deux trucs sur ce qu'on fait dans cette association. Je veux bien que tu expliques en fait ce que sont les Global Shapers, peut-être au sens large, et quelle en est la mission. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui n'en ont pas la moindre idée. Absolument. Donc en fait, en 2011, sauf erreur, il y a eu le printemps arabe. Et le printemps arabe est venu des jeunes personnes en Tunisie, en Égypte et dans d'autres endroits dans le monde arabe et ailleurs. Et ce qui était assez fort, c'est qu'en fait, le Forum économique mondial, le WEF, n'a jamais vu venir ces événements-là et a réalisé du jour au lendemain que les jeunes n'étaient jamais une partie prenante des discussions qu'ils avaient avec l'élite mondiale. Ils se sont vite rendu compte que la jeunesse représentait et représentera bientôt encore plus la majorité du monde dans lequel on vit. Hein, on sait que dans certains pays, c'est déjà le cas, et qu'il fallait vraiment pouvoir engager avec eux d'une manière différente. Et finalement, ils ont créé donc les Global Shapers en 2012 avec cette volonté de finalement donner accès aux jeunes à certains processus du forum, mais aussi de pouvoir permettre aux jeunes de vivre des expériences de collaboration en devant collaborer par ville avec des gens qui sont divers et différents, qui viennent de différents horizons. Donc, le réseau actuel des Global Shapers, il est dans 450 villes à peu près, il grandit, je pense qu'on sera bientôt à 500. On est à peu près 12 à 13 000 membres actuellement, entre 20 et 33 ans. Donc moi, c'est ma dernière année dans ce réseau. Et en fait, chaque hub, donc chaque ville, chaque hub est indépendant, donc mettra en place ses propres projets et en charge de son propre recrutement en fonction des besoins ou de certains besoins, peut-être en termes de diversité qu'il a. Et chaque hub va mettre en place entre 1 à des fois 6 ou 7 projets chaque année, et dans le but de pouvoir vraiment être actif et avoir un impact, quoi. Et ce qui est très intéressant, et je trouve personnellement que c'est vraiment la plus-value de cette communauté, c'est que c'est pas juste une association, c'est vraiment une communauté où on rencontre des gens très différents. Et moi, perso, ça a vraiment été un accélérateur de vie incroyable où maintenant, j'ai dans mes amis des gens qui pensent fondamentalement différemment de moi. Et c'est vraiment ce qui manque au monde dans lequel on est, j'ai l'impression. C'est la capacité à unifier des gens autour d'intérêts communs et de réaliser qu'en fin de compte, on a tous une volonté finalement de vouloir améliorer le monde. Et ces différents hubs au sein des villes collaborent aussi d'une certaine façon à travers le monde, ou Oui. Vraiment chacun c'est un chapitre très local et ça se limite à ça? Alors en fait, pendant très longtemps, il y avait cette volonté finalement que chaque hub finalement se crée, fasse un maximum de projets. Avec la croissance de la communauté, il y a eu cette volonté aussi de travailler tous dans des directions assez similaires. Et là, c'est vrai qu'on a 3 objectifs en termes de communauté globale qui nous unissent, hein. Évidemment, le changement climatique, les questions liées à la diversité, à l'inclusion et les questions liées au futur du travail et de l'emploi, qui sont des exemples, hein. L'entrepreneuriat, et chaque hub est encouragé aussi, en plus de ces projets qui répondent aux besoins locaux, à avoir peut-être 1 ou 2 projets qui sont liés à ces axes stratégiques. On a aussi des rencontres où on se voit par shaper au niveau national. On a par exemple régulièrement, en tant que hub suisse, parce qu'on a 5 hubs en Suisse actuellement, on a des rencontres entre nous. Puis chaque zone géographique, Europe, Latine-Amérique, Amérique du Nord, on a aussi des meetings par continent qui sont des événements vraiment forts et qui nous amènent vraiment à
avoir un peu une flamme en disant waouh, il y a un truc, il y a des gens comme moi et c'est super quoi. Ouais. Ouais, qui ont envie de faire quelque chose de plus grand que juste chacun d'entre nous. Ouais. Et en termes de, tu parlais de meeting, mais est-ce que vous avez aussi une voix, du coup, tout du moins une présence au WEF chaque année? Ou vous êtes là en tant qu'observateur, on va dire? Alors, on n'est pas juste des observateurs, mais c'est vrai que chaque événement du forum a un quota de places qui sont allouées pour les Global Shapers. Par exemple, à Davos, il y a maintenant environ une cinquantaine de places qui sont, donc c'est un processus assez complexe en termes de genre compétition, parce qu'évidemment, il y a énormément de gens qui veulent pouvoir aller à Davos dans la délégation officielle. Mais après, il y a le forum qui met en place ces plateformes d'impact collectif sur des grands enjeux auxquels on fait face. Et dans chacune de ces plateformes, les shapers sont invités à jouer leur rôle, que ce soit de façon formelle ou informelle. Le forum, c'est aussi un blog, c'est aussi une manière de créer de la connaissance. Et là, il y a la possibilité aussi de pouvoir être publié sur ce blog. Et je dirais le forum, d'une façon un peu similaire au CICR, hein, c'est avant tout une vision du monde. Une vision du monde qui n'est pas forcément celle auquel les médias ou les gens de l'extérieur peuvent être associés au forum. Souvent, on pense que c'est ce qu'on appelle le néo-capitalisme et tout ça. Mais dans mon expérience à moi, la vision du monde du forum, c'est cette vision que les enjeux sont trop grands pour que chacun arrive à y répondre seul et qu'on a besoin de trouver des nouveaux mécanismes de collaboration pour le faire. Et il y a des outils qui sont à disposition, que le forum met à disposition vraiment de chacun. Hein, aussi, pour nous, tous nos auditeurs peuvent avoir accès à ça aussi sur Internet pour aussi s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Ouais. Et peut-être un mot sur Genève, parce que c'est vrai qu'à Genève, ouais, c'est là où on est aussi très actif. Chaque année, chaque hub est présidé par une personne différente qui a un petit peu la responsabilité de gérer la vision, la stratégie des membres du hub. Donc à Genève, l'année dernière, j'ai eu la chance d'être ce qu'on appelle un curateur, qui est donc ce rôle de coordinateur. Et donc j'avais la charge un petit peu de coordonner la vingtaine de membres du hub qui sont un vrai mélange d'expatriés, de locaux, de gens de différents horizons. On a quand même beaucoup de gens qui bossent dans les organisations internationales et le secteur privé. C'est vrai qu'on manque peut-être de gens qui sont déjà impliqués dans les ONG locales, mais c'est vrai qu'en même temps que si une personne veut avoir un impact, elle va plutôt essayer de collaborer avec l'Armée du Salut ou toutes ces organisations qui ont déjà un vrai impact. Donc c'est vrai qu'on a aussi de conscience qu'on amène une partie dans l'écosystème, mais on ne peut pas on ne veut pas avoir des ambitions qui sont au-delà des moyens qu'on a. Et peut-être 2 ou 3 activités qu'on mène. Une qui a eu pas mal de succès, c'est tout un travail pour récupérer du matériel informatique qui n'est plus utilisé par les grandes multinationales et le redistribuer à des organisations qui en ont besoin. On a beaucoup bossé avec l'Hospice Général autour de ça. Je crois qu'on a participé à distribuer plus de 1000 ordinateurs, donc c'est quand même assez bien. Et on a aussi mis en place tout un programme qui s'appelle Cooking for the Homeless, où de façon régulière, avant le confinement, c'était une fois chaque semaine, on cuisinait un repas qu'on amenait à un abri de l'Armée du Salut, une fois par semaine, qui était une belle opportunité aussi pour créer des liens entre nous alors qu'on cuisinait ensemble, et puis après pouvoir amener la nourriture, manger avec les bénéficiaires et engagés. Et en ce moment, après le confinement, là, on est vraiment en train de retravailler à différents projets qui sont aussi liés à la cohabitation avec des personnes qui sont différentes, que ce soit des personnes issues de la migration ou des réfugiés et autres. Et maintenant que tu es parti à San Francisco, donc j'imagine que tu as laissé de côté ce rôle de curateur, ou bien tu as toujours un pied dans le... Mon terme se terminait au 30 juin, donc c'était le bon moment de faire la transition. Je suis toujours un membre actif du Hub à Genève, mais ce qui est fascinant, tu vois, c'est que c'est vraiment une communauté dans le monde entier. Et dans toutes les villes où j'ai voyagé, et je crois qu'il y a eu très peu d'exceptions, il y avait un Hub déjà sur place. Et c'est vrai que la première chose que j'ai fait en arrivant ici à San Francisco, c'était de reconnecter avec mes amis du Hub de San Francisco. Ouais, donc c'est vraiment super. D'ailleurs, l'appartement dans lequel je suis en ce moment, c'est une shepherd de San Francisco qui a dû s'en aller de la ville et qui m'a laissé occuper son appartement. Donc c'est vraiment une belle communauté. Voilà.
Et vu que tu l'évoquais, voilà, San Francisco, nouveau défi professionnel, où est-ce que tu en es maintenant et quelles Gros sont défi. tes missions à venir? Gros défi professionnel. Ouais, écoute, c'était une période un peu bizarre, ce confinement, parce que tu es tout à coup chez toi, tu as l'habitude d'être tout le temps dans l'avion, à voyager. Et peut-être l'histoire de comment ça s'est ouvert San Francisco, elle est très intéressante, parce qu'en fait, il y a 6 ans, avant même que je fasse partie des Global Shapers, je me suis mis en place une règle dans ma vie. Je me suis dit, je vais toujours mettre 10% de mon salaire de côté pour faire du networking. Et que ce soit pour faire des voyages, rencontrer des gens. Et mon premier voyage avec ces 10% que j'avais mis, c'était d'aller à San Francisco, je connaissais personne, et de faire 2 ou 3 rencontres, de contacter des gens, de me présenter un petit peu. C'est vrai que quand on travaille sur l'innovation au CICR, ça portait aussi énormément de choses. À l'époque, on ne faisait pas grand-chose avec la Bay Area. Et j'ai rencontré les gens de Swissnex, donc Christian Sim, qui était le fondateur de Swissnex à San Francisco. Et on a vraiment eu une discussion fascinante et vraiment une amitié est née suite à ça. Et à chaque fois que je retournais à San Francisco pour le travail, on se revoyait, il me présentait des nouvelles personnes. Et j'ai vraiment découvert l'ADN d'une organisation qui m'intéressait énormément. Et Swissnex, pour la petite histoire, hein, c'est vraiment une institution qui essaye d'accélérer tout ce qui est lié à la science, à la recherche, à l'innovation en Suisse sur la Silicon Valley. Et il y a quand même dans ce modèle de pouvoir faire venir des gens, de pouvoir créer des synergies. Il y a aussi un coworking space qui est avec une vue sur l'océan que Swissnex a, qui fait venir beaucoup de gens depuis la Suisse. Mais c'est des choses qui ne peuvent pas se passer avec le Covid, en fait. Et donc, on est dans une phase où Swissnex doit vraiment se repenser. Repenser en termes de valeur, repenser en termes de quelle est la valeur qu'on donne aux gens qui sont nos clients, entre guillemets. Et Swissnex m'a donc approché finalement il y a plusieurs mois en me disant qu'ils avaient la poste de chef de partenariat qui était ouvert et m'encourageant à appliquer. Donc après, il y a eu un long processus de recrutement avec pas mal de personnes, je pense, qui étaient aussi en train d'essayer de se positionner. J'ai pu avoir le poste avec cette mission très simple qui est avant de créer des partenariats, c'est la partie après, c'est quelle est la valeur qu'on va vendre aux partenaires ou quelle est la plus-value qu'on donne aux partenaires. Et pour ça, dans le monde complexe, ambigu, volatile dans lequel on est, il faut le recréer, il faut le repenser. Et en même temps, j'ai la conviction, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai accepté ce poste et de m'en aller du CICR, que Silicon Valley est à l'aune d'une renaissance et que d'être ici dans des moments comme ceux-ci, c'est une opportunité unique dans sa vie. Clairement un et moment j'ai très hâte de voir charnière. ce qui va se passer après. Quitter le CICR sans trop de regrets? Non, aucun. J'ai l'impression vraiment que j'ai fait mes 7 ans au CICR et ça me fait rire parce que 7, c'est un bon chiffre pour faire une transition. Et je suis vraiment heureux dans cette nouvelle vie. C'est très compliqué parce que la vie ici, elle est toujours fermée avec une sorte de semi-confinement, le contexte préélectoral, les feux de forêt actuellement. Mais encore une fois, le sens de l'opportunité, le sens qu'il y a quelque chose qui se trame ici, qui va être important pour la suite, il est très important. Ça sera différent, ça sera plus Silicon Valley comme on l'entendait. Je pense que Silicon Valley, surtout dans le contexte, on va dire, assez complexe, vu le rôle que Facebook et d'autres jouent dans les processus démocratiques, il y a quand même la réalisation qu'il y a vraiment une recréation à faire pour ces entreprises-là. Donc Silicon Valley sera différent. Et voilà, on verra quel rôle Swissnex et la Suisse, au sens large, pourront jouer dans ce contexte-là. Petite question, j'ai vu hier encore que sur Twitter, je crois que ton pseudo est Swiss Idealist. Ouais. Est-ce que c'est une dénomination qui te correspond encore? Est-ce que tu as gardé cet idéalisme ou Absolument. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pris ce handle en 2011 alors que je n'étais pas du tout impliqué dans ce que je fais maintenant. Et je suis reconnaissant d'avoir eu cette décision, on va dire. Oui, je suis convaincu que si on arrive à être positif, si on arrive à être optimiste, si on arrive à être inspirant, même au milieu des zones les plus complexes, on arrivera à trouver de l'humanité. Et finalement, c'est ce que le CICR m'a aussi appris, c'est que dans les endroits aussi affreux que la Syrie, que le Yémen, la guerre, où on voit finalement le pire de la race humaine finalement, on peut voir aussi de l'humanité, on peut voir de la beauté en fait. Et c'est ça ce que je porte en fait, c'est cette volonté d'arriver à voir l'opportunité au milieu du chaos
et d'essayer de faire sens de quelles sont ces opportunités. Est-ce que justement, il y a d'autres projets que tu voudrais partager ici? Je ne sais pas, à court ou moyen terme? J'imagine que tu as déjà beaucoup de choses à faire avec ce nouveau défi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager Écoute, ici? j'ai pas forcément la clarté sur quelle est la suite et c'est ce qui m'encourage vraiment. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ok, quelles sont tes ambitions à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans ?» Je sais très bien que personnellement, ce qui me rendra heureux dans ma vie, peu importe ce que je vais accomplir, ce sera d'avoir une famille et de faire de la musique. Et une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris que finalement, ce qui te rend heureux, c'est pas forcément le côté professionnel, mais que le côté professionnel est une plateforme où tu peux aussi faire énormément de choses. Tu as, comme on dit en français à ce moment-là, l'église au milieu du village, où tu sais quelles sont les valeurs qui te portent, quoi. Et finalement, ce que j'encourage vraiment les auditeurs à faire, c'est vraiment à s'exposer à des gens qui sont différents, à faire des rencontres, j'allais dire à voyager, mais c'est pas trop possible, mais à voyager dans des univers, voyager dans des idées, ouais. Et je pense que le voyage le plus important à faire, c'est un voyage interne. C'est un voyage à l'intérieur de soi pour se découvrir. En fait, quand on voyageait le monde, et c'est ce que j'ai réalisé aussi, c'était pas tant de pouvoir être aux quatre coins du monde, mais c'était de se découvrir soi-même, en fait, en découvrant aussi ce qu'on aime, ce qui nous rend vivants. Et ça, on peut le faire vraiment n'importe où. Complètement. Le mot de la fin, j'ai lu l'autre jour, voilà, tu racontais dans un post sur la plateforme Medium ton engagement pendant la crise du Covid, justement. Et en cette fin d'avril 2020, je crois qu'au lieu d'être au Forum des 100, donc Forum des 100 qui est la plateforme mise en place par le temps qui met en lumière les 100 personnalités romandes qui feront la Suisse de demain. Et bien à ce moment-là, tu te trouvais non pas au Forum des 100, mais au HUG, afin de soutenir le personnel soignant. Et tu écris, je cite, « Grâce à cette crise, je réalise que ceux qui sont vraiment quelqu'un en Romandie le sont parce qu'ils sont quelqu'un pour quelqu'un d'autre. » Donc pour terminer cette interview, je voulais te demander de peut-être commenter cette phrase et nous expliquer un petit peu ton état d'esprit à ce moment-là. J'ai trouvé cette phrase vraiment très belle. Ouais, j'ai mis beaucoup de temps à réfléchir un petit peu ce qui m'arrivait. Je suis passé du Forum des 100, d'être à Davos avec tous ces preneurs de décision, à être à l'hôpital de Nyon, pour la nuance. Ah, pas au HUG, pardon, excuse-moi. Aucun problème, aucun problème. À l'hôpital de Nyon, en train de faire le transport de patients qui, dans les zones Covid, de me promener à amener des laboratoires à gauche à droite. Hein. Donc, par laboratoire, c'est évidemment des échantillons de pipi et d'excréments, donc super fort comme symbole, mais à avoir un rôle finalement dans la crise. Et finalement, j'ai vraiment pris du temps à réfléchir et en fait, peu importe ce que je faisais, avoir le sentiment de faire partie de tout ce corps de personnes qui faisions front commun pour essayer de maintenir les services de soins à flot et de pouvoir vraiment sauver des vies, quoi. Ça m'a vraiment marqué. Et c'est vrai que j'ai réalisé que finalement, ce qui était important, c'était pas forcément d'être une personne ou d'avoir une reconnaissance de la part de médias. C'est pas ce qu'on fait, mais c'est que dans des situations simples, dans des situations quotidiennes, dans des situations qui sont peut-être insignifiantes, de savoir qu'on a eu un impact sur une personne, peu importe qui est cette personne, eh ben c'est ça finalement qui nourrit l'âme, j'ai l'impression. Et c'est ça aussi ce que je veux vraiment encourager les gens, c'est à pas chercher à avoir une plateforme pour commencer à avoir un impact. C'est pas à attendre d'avoir la reconnaissance pour se croire important. Mais c'est vraiment d'avoir ce voyage interne où on réalise que chaque chose qu'on peut faire, aussi petite et insignifiante qu'elle soit, ça peut avoir de l'importance pour une personne. On le saura peut-être jamais, mais si c'est comme ça qu'on voit le monde, je pense que le monde commencera à aller mieux. Du coup, on clôture l'épisode sur cette belle conclusion, donc merci infiniment. Merci à toi. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci Yannick pour ta participation. Vous pouvez retrouver Yannick sur LinkedIn et découvrir le hub SwissNext via le site swissnextsanfrancisco.org. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.